Les années 1980 étaient un âge d'or de la musique forte et des motos qui poussaient à la vitesse dans un territoire imprudent. Les règles sur les émissions étaient encore une plaisanterie, les lois sur les casques étaient aléatoires et les fabricants avaient un seul objectif, dépasser tout le monde. La puissance a grimpé, la cylindrée des moteurs a explosé et soudain, les rues ressemblaient à des circuits de course. Si vous aviez un désir de mort et une veste en cuir, c'était votre époque. Voici les 15 motos des années 1980 les plus rapides jamais fabriquées. Commençons par la Kawasaki GPZ 900 Ninja ZX 900A. Si vous étiez vivant en 1984, vous vous souviendriez du moment où l'idée mondiale de la vitesse est rapidement passée des motos musclées à cigares à une nouvelle génération de missiles. La Kawasaki GPZ 900R, mieux connue sous le nom de Ninja, était rapide pour son époque. Un coup de poing au visage pour toutes les autres supermotos. Elle a officiellement franchi la barrière des 150 miles par heure directement depuis le showroom. Il n'avait pas besoin de réglage spécial ou de kit de course. Il suffisait de prendre les clés et de voir de quoi étaient faits vos instincts de survie. Le secret qui propulsait ce monstre impliquait un refroidissement liquide, 16 soupapes et un châssis qui savait vraiment prendre les virages, ce qui était une première pour quelque chose d'aussi rapide. Les bicylindres britanniques vintage n'avaient rien à lui envier. Cette Ninja était un doigt d'honneur technologique à l'ancienne garde. À 908 cm3, elle ressemblait à un vaisseau spatial et sonnait comme une tronçonneuse sous Red Bull. Cela a également poussé les motards à se poser des questions sur leur assurance vie. Et ce n'était pas seulement Top Gun qui rendait cette moto cool. Tom Cruise essayait juste de suivre. La GPZ 900R est devenue l'emblème de la vitesse des années 80 et a réécrit les règles de ce qu'une moto de sport pouvait être. Bas, long et résolument rapide. Un coup de gaz et vous laisseriez la CB 750 de votre oncle moustachu pleurer dans ses carburateurs. Avec celui-ci, Kawasaki a enfoncé la porte et défié le monde de rattraper son retard. Ensuite, la Suzuki GSX-R 1100. Si vous voulez savoir quand les supermotos sont passées du tourisme dynamique à « Avez-vous un testament ?», votre réponse se trouve dans la Suzuki GSX-R 1100. En 1986, Suzuki a essentiellement demandé « Et si nous construisions une moto de course, la rendions légale sur route et laissions ensuite de véritables Full HD ?» La réponse était un missile bleu et blanc anguleux qui a redéfini le terme « excès ». Mettons les choses au clair. Ce n'était pas juste une grosse moto de sport confortable. La GSX R 1100 était tout moteur, minimaliste et à peu près aussi indulgente qu'un contrôle fiscal. La société a installé un moteur de 1074 cm3 refroidi par air et huile dans un cadre en aluminium ultra léger, ajouté des plastiques plats et c'était terminé. Le résultat était un véritable monstre à 260 km/h à une époque où la plupart des motos peinaient à atteindre 225. Si vous vouliez de la subtilité, vous achetiez une Honda. Si vous vouliez perdre des plombages et votre maîtrise de soi, vous achetiez celle-ci. La GSX R 1100 ne se souciait pas de votre confort, de vos poignets ou de votre permis. Son hurlement à haut régime et sa vitesse terrifiante en ligne droite en faisaient la représentation de l'excès des années 80. Les virages étaient une aventure et les oscillations à haute vitesse étaient incluses sans frais supplémentaires. Pour le bon type de fou, c'était tout. Une arme de piste, un hors-la-loi de la rue et une sacrée histoire à raconter à vos petits-enfants si elle vous laisse vivre assez longtemps. Puis la Yamaha FZR 1000. Nous vous accueillons à l'époque des années 80 où le terme « litter bike » a cessé d'être une blague et a commencé à représenter une véritable menace pour la sécurité publique. La Yamaha FZR 1000 XU, c'était une furie propulsée par Genesis qui ne se contentait pas de battre la concurrence, elle les humiliait. La katana modifiée de votre pote n'avait rien sur celle-ci, atteignant plus de 159, presque 160 miles par heure, à une époque où la moitié des routes avaient encore des accotements en gravier et où les mulets étaient considérés comme aérodynamiques. La recette secrète de Yamaha était un 4 cylindres en ligne, à 20 soupapes, refroidi par liquide. Oui, 20 soupapes, car apparemment 16 ne suffisaient pas au chaos. Avec 1303 cm3, cette machine produisait plus de 148 chevaux et les délivrait avec toute la subtilité d'une grenade dans une boîte aux lettres. L'XU était la moto qui a finalement rendu la technologie de course pour la rue beaucoup plus concrète que les habituelles promesses des brochures. Elle avait un cadre en aluminium Delta Box, des pneus larges, des freins qui fonctionnaient réellement et une plage de puissance qui défiait le bon sens. C'était la machine de hooligan originale. La FZR dépassait les 150 miles par heure si vite que vous oublieriez la couleur de votre permis. C'était la référence pour chaque moto rapide qui a suivi, avec un problème d'attitude intégré dans chaque boulon. Si vous vouliez savoir à quoi ressemblaient les limites de l'adhérence et de la raison en 1987, il suffisait de tourner la poignée des gaz. C'était la réponse de Yamaha à tous les défis de vitesse et cela laissait les autres motos des années 80 dans la poussière.
Au numéro 4, la Kawasaki GPZ 1000RX. Les ingénieurs de Kawasaki, dans les années 80, avaient clairement pour devise quelque chose comme « trop, c'est juste bien ». La GPZ 1000RX, une machine tellement obsédée par la vitesse qu'elle a essentiellement sauté la salle de sport pour passer directement aux stéroïdes. Sortie en 1986, la 1000RX était la réponse sans complexe de Kawasaki à quiconque se plaignait que la GPZ 900R Ninja n'était pas assez rapide. Et non, ce n'était pas une mise à jour légère. C'était une véritable déclaration de guerre dans la course aux armements des supermotos. Ce qui est fou, c'est que la 900RX non seulement coexistait très bien à ses côtés, mais elle l'a pratiquement aussi survécu. Mais parlons chiffres, c'était 997 cm3, 4 cylindres, 16 soupapes, 4 par cylindre, et une puissance annoncée de 125 chevaux, ce qui suffisait à effrayer les petits-enfants et la plupart des adultes. La vitesse maximale dépassait bien les 160, en faisant brièvement la moto de série la plus rapide au monde, pendant environ 5 minutes, en tout cas, jusqu'à ce que la FZR de Yamaha entre en scène. C'était bien tant que ça a duré. Cette machine était conçue pour dévaler les autoroutes et faire transpirer les radars. Avec ses plastiques aérodynamiques et un cadre assez rigide pour servir d'échafaudage, elle traçait une ligne droite comme un missile, et la maniabilité était excitante à haute vitesse. La 1000RX était principalement construite pour ridiculiser tout le reste au feu. Kawasaki s'est assuré que la 1000RX soit l'emblème de la folie des années 1980. Pour un bref instant, turbochargé à l'époque, rien n'était plus rapide, sauf votre rythme cardiaque lorsque vous osiez maintenir l'accélérateur ouvert. Ensuite, la Suzuki GSX 1100S Katana. S'il n'y a jamais eu une moto qui semblait avoir été conçue par un méchant de bande dessinée, c'était la Suzuki GSX 1100S Katana. Sortie au début des années 80, la Katana était un rêve fiévreux aux arêtes vives et turbo qui arrivait à la fête en donnant l'impression qu'elle pourrait agresser votre Honda sur le parking. À 147 miles par heure, c'était l'une des machines les plus redoutables sur deux roues, et elle s'assurait que tout le monde le sache. Sous cette carrosserie origami polarisante se trouvait un 4 cylindres en ligne de 1074 cm3, refroidi par air et conçu pour survivre à un hiver nucléaire. Suzuki l'a réglé pour une seule tâche, aller vite en ligne droite. Avec 111 chevaux et une courbe de couple plus plate que les blagues de votre grand-père, la Katana semblait en colère partout dans la plage de régime. Lorsque vous tourniez la poignée des gaz, elle vous projetait au-delà du trafic autoroutier, comme si elle déblayait des débris sur une piste. Il avait une vitesse brute et du caractère. Il ne se souciait pas de votre dos, de vos poignets ou de votre relation avec les forces de l'ordre local. Vous pouviez être assez aventureux pour essayer les virages, mais cette moto était là pour vous rendre célèbre en ligne droite ou infâme dans un fossé. Pour quiconque avait un désir de mort et un amour pour les esthétiques de science-fiction, la Katana était le symbole ultime de statut. Puis au numéro 6, la Honda VF 1000R. Si vous vous êtes déjà demandé ce qui se passerait si le département course de Honda buvait trop de café et décidait de construire une moto de route, vous obtiendriez la VF 1000R. Débutant en 1984, elle avait l'air et se sentait comme si elle s'était échappée d'une voie des stands. Avec une vitesse maximale de 150 miles par heure, la plupart des propriétaires étaient simplement impressionnés s'ils n'attrapaient pas une hernie en la déplaçant dans le garage. C'était surdimensionné à tous les égards. Moteur V4 de 998 cm3, arbres à cames entraînés par engrenage, parce que les chaînes, c'est pour les paysans, et assez de carénage pour faire honte à un prototype du Mans. Honda disait que c'était une édition spéciale d'homologation, mais cela se traduisait vraiment par « on montre à tout le monde ce qu'on sait faire ». La moto pesait autant qu'une petite planète, mais une fois lancée, elle était tout à fait sérieuse. Le V4 hurlait, le compteur de vitesse tournait, et votre cerveau essayait de se souvenir de la dernière fois que vous avez mis à jour votre testament. La maniabilité était une affaire ambitieuse à cause du poids. C'était une grosse moto lourde, avec toute la dernière technologie, mais agile n'était pas dans son vocabulaire. Pourtant, elle pouvait avaler des kilomètres d'autoroute à une vitesse folle et ressembler à un vaisseau spatial en le faisant. Pour le prix d'entrée, qui était élevé, vous obteniez une ingénierie exotique, un cosplay de MotoGP et des droits de vantardise, mais seulement jusqu'à l'arrivée de la facture de votre chiropracteur. Ensuite sur la liste, la Yamaha FJ1200. Pensez à la Yamaha FJ1200 comme le canapé le plus rapide du monde. Sauf que ce canapé fait environ 150 miles par heure et dévore les motos moins puissantes au petit déjeuner. Quand Yamaha a lancé la FJ1200 en 1986, ils ont pris l'idée de l'Express du Gentleman, ont retiré la partie Gentleman et vous ont laissé avec un excès pur et musclé. Ils ne cherchaient pas à surpasser les superbikes minces dans les virages, mais s'efforçaient activement de dominer l'autobahn et de faire honte à chaque soi-disant sport touré coincé derrière un camion.
La FJ 1200 était équipée d'un moteur 4 cylindres en ligne de 1188 cm3, produisant un couple généreux qui rendait le dépassement de n'importe quoi, y compris les voitures, les camions et la police, aussi facile que de chasser un insecte de votre visière. C'était la moto pour le pilote qui voulait traverser des continents avant le déjeuner et avoir encore assez d'énergie pour retirer les mouches de ses dents. Yamaha ne s'est pas soucié des gadgets de réplique de course ou de la maniabilité ultra précise. La FJ était axée sur la vitesse rapide, stable et réaliste dans un format suffisamment grand pour convenir à de vrais adultes. Malgré cela, elle n'était pas molle. Elle pouvait facilement vous catapulter à une véritable vitesse de 150 miles par heure, si fluide, confiante et avec moins de drame que la moitié des supermotos extrêmes. La protection contre le vent, les options de bagages et une selle qui ne nécessitait pas un abonnement mensuel chez le chiropracteur en faisait également l'une des motos rapides les plus pratiques de son époque. Fondamentalement, c'était la version des années 80 du sportwear pour les personnes qui pensaient que la partie tourisme n'était qu'une suggestion. Au numéro 8, la Honda VF 1000F. La Honda VF 1000F était ce qui s'est passé lorsque Honda a décidé de mettre un pedigree de course entre les mains de mortels réels, puis s'est retiré pour voir qui survivrait. Débutant en 1984, la VF 1000F n'était pas aussi tape à l'œil que la version R, mais elle offrait presque toute la vitesse avec un peu moins de drame coûteux et juste assez de latitude des années 80 pour rendre vos voisins nerveux. Sous le carénage, vous aviez un moteur V4 de 998 cm3, 16 soupapes, avec ce sifflement caractéristique de l'arbre à cames entraîné par engrenage qui indiquait à tout le monde que vous étiez sérieux. Évaluée en usine à environ 117 chevaux, la VF 1000F pouvait dépasser 246 km/h si vous aviez le courage et une route dégagée. Pour l'époque, c'était une déclaration sérieuse, montrant que les motos sportives n'avaient pas besoin d'être de petits 4 cylindres bruyants ou des dinosaures encombrants. C'était quelque chose de plus fluide, plus puissant et véritablement avancé. La maniabilité était mitigée grâce à la suspension expérimentale de Honda. Mais en ligne droite, c'était une véritable fusée. Elle n'avait pas peur de monter dans les tours et elle ne rechignait pas à avaler les kilomètres pendant que vous jouiez à Walter Mitty sur une autoroute publique. La VF 1000F était cette rare supermoto qui alliait force brute et véritable maniabilité, du moins jusqu'à ce que la génération suivante repousse encore les limites. La Kawasaki Z1300 prend la 9e place. La Kawasaki Z1300 était le genre de moto que l'on s'attendrait à trouver garée devant la tanière d'un méchant de Bond, tournant au ralenti de manière inquiétante et débordant d'excès. La réponse de Kawasaki à « combien de cylindres c'est trop ?» était apparemment jamais assez. Lancée à la fin des années 70, mais fonctionnant bien dans les années 80, cette bête était propulsée par un moteur 6 cylindres en ligne de 1286 cm3, en faisant la seule supermoto à 6 cylindres d'usine de la décennie. La vitesse maximale était d'environ 225 km/h, et cela avec suffisamment de masse pour servir de missile balistique intercontinental. Conduire la Z1300 était moins une question d'agilité pure et plus une question de déclencher une onde de choc roulante sur l'autoroute. Avec 120 chevaux et une courbe de couple aussi plate qu'une crêpe, cette machine ne faisait pas tant accélérer qu'elle ne défonçait son chemin vers la vitesse. Oubliez de virevolter dans les virages. La Z1300 était faite pour la folie à plein régime sur route ouverte, qui faisait crépiter les radios de police de panique. Et pourtant, elle était douce. Presque étrangement douce. La disposition à 6 cylindres lui conférait un raffinement semblable à celui d'une turbine. Et à grande vitesse, la Z1300 semblait inarrêtable. Bien sûr, avec un poids à vide avoisinant un quart de tonne, les manœuvres lentes étaient purement burlesques. C'était exagéré, impraticable, ainsi qu'un rêve fiévreux pour un technicien de maintenance. Mais si vous vouliez posséder la plus grande, la plus méchante et la plus sauvage des choses du quartier dans les années 80, c'était celle-là. 10e sur la liste, Suzuki GSX 1100 EF. Ce brut oublié était l'assassin silencieux de Suzuki. Sans style extravagant, sans caméo dans des films et seulement une mission, avaler des kilomètres à des vitesses qui vaporiseraient votre permis. Avec une véritable vitesse de pointe de 145 miles/h, il était aussi rapide que n'importe quoi de l'époque, mais avec toute la subtilité d'une brique à travers une fenêtre. La GSX 1100 EF était équipée d'un moteur 4 cylindres en ligne de 1135 cm3 refroidi par Air UL, développant une puissance musclée de 114 chevaux. Ce n'était pas seulement une question de gros chafres. Suzuki a conçu cette moto pour être fiable, sans chichi et d'une efficacité redoutable. Le châssis était robuste, la conduite étonnamment confortable et la plage de puissance suffisamment large pour vous permettre de vous en sortir dans n'importe quelle situation, à condition d'avoir du courage. Si vous arriviez sur l'une de ces motos, ce n'était pas pour frimer, vous étiez là pour gagner. La GSX 1100 EF n'était pas tape à l'œil, mais elle offrait une vitesse implacable et prévisible jour après jour.
À une époque où les concurrents s'occupaient de phares escamotables et d'expériences turbo, cette Suzuki se contentait de faire le travail. C'était le choix incontournable pour ceux qui voulaient une vitesse pure et sans filtre, sans avoir besoin de changer de costume ou de faire un tour chez le chiropracteur. Rapide, simple et plus robuste qu'il n'en avait l'air, le GSX 1100EF était le prédateur silencieux de la jungle des superbikes des années 80, arrivant au numéro 11, la Yamaha XJ900. Vous n'auriez jamais qualifié la Yamaha XJ900 de frimeuse. Elle ressemblait à une moto ordinaire et pratique jusqu'à ce que vous lui donniez de l'accélération et découvriez qu'elle pouvait atteindre 127 miles par heure. Cela en faisait l'un des grands succès discrets de la décennie. Si vous vouliez une moto capable de gérer les trajets quotidiens, le tourisme, et ensuite dépasser les voitures de sport quand personne ne regardait, la XJ900 était votre héros méconnu. La puissance provenait d'un moteur 4 cylindres en ligne de 891 cm3, refroidi par air et pratiquement indestructible. Elle produisait fidèlement environ 97 chevaux. Elle avait une transmission par arbre, ce qui rime généralement avec ennuyeux. Mais cette machine avait encore assez de punch pour embarrasser de nombreuses soi-disant supermotos de l'époque. Yamaha a conçu le châssis pour une utilisation réelle, une position de conduite confortable, des freins solides et une suspension qui ne transformait pas votre colonne vertébrale en sueur. Bien sûr, elle était plus lourde que la plupart des motos de course, mais cela signifiait simplement qu'elle était aussi stable qu'un train de marchandises à grande vitesse. La XJ900 était la fusée du motard réfléchi, facile à vivre, difficile à rattraper et presque impossible à tuer. Elle n'avait peut-être pas le sex appeal d'une Katana ou la technologie d'une Honda, mais sur la route, elle était toujours dans la course. La première superbike du monde, la Honda CB 1100R. Honda n'a pas construit la CB 1100R pour les frimeurs ou les bavards de bar. Ils l'ont construite pour ceux qui se présentaient réellement sur la ligne de départ. Produite en nombre limité entre 1981 et 1983, la CB 1100R était le marteau d'homologation de course sans fioriture de Honda. Rare, cher et assez rapide pour faire taire quiconque avec un chronomètre. C'était un grand doigt d'honneur rouge et blanc aux règles et elle filait jusqu'à 142 miles par heure tout en ayant l'air d'appartenir à l'île de Man. En son cœur se trouvait un 4 cylindres en ligne refroidi par air de 1062 cm3, réglé pour cracher environ 115 chevaux. Honda voulait dominer la scène des courses d'endurance, pour laisser ensuite une poignée de maniaques rouler le reste sur les routes publiques. Tout dans la CB 1100R criait surdimensionné. Elle avait un cadre robuste, des freins massifs et un carénage conçu par quelqu'un qui pensait clairement que les souffleries étaient pour les lâches. En conduire une, c'était comme recevoir les clés d'une légende roulante. Vous aviez la vitesse, la stabilité et le genre d'exclusivité qui faisait traverser la rue aux autres motards juste pour la regarder. Il n'y avait rien de subtil à son sujet. C'était la rare superbike japonaise qui avait plus d'attitude que les italiennes et assez de performance pour le prouver. Puis la Laverda RGS 1000. La Laverda RGS 1000 était la réponse italienne à l'assaut de puissance japonais. C'était une moto conçue pour le tourisme rapide, mais avec cette indéniable allure européenne de ne pas m'embêter. Elle était destinée aux motards qui aimaient leur vitesse avec un côté espresso et une bande sonore de tonnerre mécanique. À 137 miles par heure, ce n'était pas la plus rapide de la décennie, mais c'était l'une des manières les plus charismatiques d'atteindre ces chiffres. Au cœur se trouvait le légendaire triple de 981 cm3 de Laverda, une grosse brute refroidie par air avec un cliquetis distinctif qui pouvait réveiller les morts ou au moins rendre les propriétaires de Ducati jaloux. Avec environ 83 chevaux, la RGS 1000 ne s'embarrassait pas de fioritures modernes ou de gadgets inutiles. Ce que vous aviez, c'était de la puissance à l'ancienne, un couple d'enfer, et construit comme un coffre-fort. La Verda l'a conçu pour une stabilité sur de longues distances. Grand réservoir, siège confortable, et un carénage qui fonctionnait réellement à des vitesses à 3 chiffres. Sur une ligne droite, la RGS 1000 offrait une vitesse sérieuse et une bande sonore mécanique addictive. La maniabilité était stable, mais un peu rigide, et on savait toujours qu'on conduisait quelque chose de fait main, pas de produit en série. Pour quiconque pensait que les motos italiennes n'étaient que des pièces de spectacle fragiles, la RGS était un réveil brutal. C'était la grande routière pour le connaisseur, le genre de machine qui rendait chaque trajet mémorable. Ensuite, la Moto Guzzi Le Mans 1000. Si vous vouliez quelque chose qui avait une apparence, un son et une sensation unique sur la route, vous achetiez une Moto Guzzi Le Mans 1000. Elle atteignait 135 miles par heure, mais cette moto offrait une expérience italienne complète, avec son V-twin grondant, sa transmission par arbre et une position de conduite spécifique aux bêtes européennes de ce genre. Le V-twin longitudinal emblématique de 949 cm3 de Guzzi lui donnait de la puissance, un design de moteur qui précédait le disco mais devenait de plus en plus rapide et étrange.
Avec environ 82 chevaux, l'Allemand 1000 était une bête riche en couple et à bas régime. Elle battait, pulsait et vous faisait savoir qu'elle était vivante. La transmission par arbre signifiait peu d'entretien, mais elle donnait aussi cette réaction de couple unique chaque fois que vous accélérez, et toute la moto se balançait latéralement comme un videur grognon vous disant de dégager. Le carénage, les guidons bracelets et les repose-pieds arrière lui donnaient une véritable allure de moto de course. Mais soyons clairs, ce n'était pas un poids plume. La maniabilité était stable, pas nerveuse. Et sur la route ouverte, la Le Mans Merle se sentait inébranlable à grande vitesse. Bien sûr, ce n'était pas le plus agile dans les virages, mais ce qu'il perdait en agilité, il le compensait en personnalité et en endurance. C'était la superbike pour les motards, qui voulaient se démarquer de la foule et ne jamais se fondre dedans. Numéro 15. BMW K100 RS. Si le reste des superbikes des années 80 étaient des rockstars tapageuses, la BMW K100 RS était l'ingénieur impassible qui réussissait tranquillement tous les examens et dépassait ensuite tout le monde sur l'autobahn. Lancé en 1983, le K100 RS n'avait pas l'air sauvage, mais sous cette carrosserie réservée se cachait une machine conçue pour une vitesse sérieuse, atteignant 220 km/h en configuration d'usine avec suffisamment de stabilité pour vous faire oublier à quelle vitesse vous alliez. Le K100 RS était le grand pas de BMW dans l'ère moderne. Les anciens bicylindres refroidis par air ont été abandonnés. Le Flying Brick de 987 cm3, un 4 cylindres en ligne couché sur le côté, comme si quelqu'un avait mis un moteur de voiture dans un cadre de moto. Refroidissement liquide, injection de carburant et transmission par arbre signifiaient une fiabilité qui embarrassait la plupart des concurrents, plus une sonorité plus proche de la turbine que de la moto. Avec environ 90 chevaux, la K100 RS n'était pas la plus puissante, mais son aérodynamisme et son châssis ultra solide lui permettaient de rouler à grande vitesse toute la journée sans effort ni mal de dos. BMW n'a pas construit cette machine pour gagner des courses. Ils l'ont construite pour que vous puissiez traverser des pays entiers avant le déjeuner et vous sentir encore assez frais pour un café. Elle était discrète, civilisée et terriblement efficace. Et la moto pour le pilote qui n'avait pas besoin de crier pour prouver un point. Dans une décennie d'excès, la K100 RS était la preuve que les têtes froides l'emportent vraiment à grande vitesse. Connaissez-vous des motos sur la liste? Commentez également d'autres motos qui, selon vous, méritent une place ici. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de consulter nos autres vidéos aussi.